édition des cafés de la recherche en aménagement et du développement des territoires. Aujourd'hui, nous sommes ensemble de 14h à 14h45 avec Hélène Minet, qui est professeure de géographie, pour évoquer le cas de l'attractivité d'une métropole intermédiaire, le cas de Clermont-Ferrand. Peut-être, comme rappeler le lien essentiel avec la recherche et pourquoi CNFPT et POPSU Territoire s'associent pour ces cafés. Oui, bonjour à tous. Merci Clémence pour cette introduction et merci à Hélène d'avoir accepté de nous parler du cas de Clermont-Ferrand. Alors pour vous présenter très rapidement POPSU et les cafés de la recherche. Donc POPSU, c'est la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines. On lance pour cette première édition un café qui est lié à un projet de POPSU Métropole, aujourd'hui devenu POPSU Transition, donc qui porte sur les grandes villes et sur les transitions des systèmes métropolitains. L'idée, c'est toujours d'avoir des projets de recherche-action et d'installer des équipes de recherche au plus près des territoires, des élus et des acteurs opérationnels. Donc pour cette première édition sur les grandes villes, on va s'attaquer à Clermont-Ferrand avec Hélène qui va nous présenter donc le projet qui a porté sur les questions d'attractivité territoriale d'une métropole intermédiaire. Et peut-être juste pour rappeler que les cafés de la recherche, c'est l'idée d'avoir des petits événements légers qui permettent de dialoguer avec des chercheurs suite à une présentation de leur projet publié dans un ouvrage, donc cette fois-ci le cahier des POPSU Métropole. Voilà, que Clémence nous montre. Et je vous souhaite à tous un bon café et encore merci au CNFPT de nous accueillir. Avant de laisser la parole à Hélène, peut-être rappeler que ces cafés sont enregistrés, donc vous pouvez retrouver le replay de celui-ci quand il sera terminé, mais aussi des précédents sur la plateforme POPSU, mais aussi sur la e-communauté du CNFPT. Je vous ai remis les replays des précédents, j'ai oublié le dernier, mais vous avez déjà la liste des précédents. Et avant de laisser la parole à Hélène, peut-être de vous donner quelques petites règles du jeu et conseils techniques. Donc, si vous ne nous entendez pas de manière correcte ou si le PowerPoint ne défile pas à l'écran, on va vous inviter à vous déconnecter, vous reconnecter en utilisant un autre navigateur ou l'application Adobe Connect. Et vous verrez que le temps sera divisé en deux pendant ce café. Une vingtaine de minutes de présentation et ensuite un temps de questions-réponses, un dialogue avec l'intervenante. En raison du nombre, on ne pourra peut-être pas forcément activer les micros, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de conversation et nous les évoquerons auprès de l'intervenante dans le temps dédié aux questions. C'est à vous, Hélène. Et merci pour votre intervention. Merci beaucoup et merci effectivement de l'invitation et merci aux participants et participantes. Donc, une présentation qui a pour but de présenter et surtout après de lancer des échanges autour donc d'éléments liés à des choses que vous pouvez retrouver plus en détail donc dans le cahier sur l'attractivité clermontoise, un cahier qui est issu d'une recherche très largement collective. Donc il y a notamment deux co-auteurs que j'ai envie de citer ici, Milan Chaz et Jean-Charles Édouard. Et puis, plus globalement, j'ai mis sur cette présentation les principaux logos, mais c'est pour surtout montrer, voilà, il y avait une démarche assez collective avec des acteurs de la métropole, de Clermont-Auvergne Métropole, d'autres chercheurs de l'UMR Territoire à laquelle je suis rattachée, des chercheurs de l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand et puis l'agence d'urbanisme Clermont Massif Central qui était également partenaire et avec laquelle nous avons eu des interactions. Rappeler aussi dans un premier temps que cette question de l'attractivité
Dans le contexte clermontois, elle s'est posée lorsque le projet POPSU Métropole donc a commencé. On était en 2018, donc ça fait déjà voilà quelques années, et c'était un contexte où Clermont venait de perdre son statut de capitale régionale à la faveur de la fusion des régions, et où en même temps elle gagnait le statut de métropole, donc officiellement à partir du 1er janvier 2018. Et donc, un des points de questionnement qui nous intéressait au sein de cette plateforme clermontoise de POPSUD Métropole, c'était de se saisir de ce moment, on va dire, un petit peu charnière pour se poser un certain nombre de questions en matière d'attractivité, mais plus largement, vous le verrez, en termes d'image, de gouvernance, de projet. Donc, je n'en dirai pas plus sur la méthodologie, on pourra y revenir. Disons que, pour faire bref, on s'est basé à la fois sur un certain nombre d'analyses, de synthèses, de travaux ou d'études récentes ou moins récentes, de méthodes spécifiques au projet autour d'entretiens avec des acteurs publics, acteurs privés également, d'entreprises, des étudiants de Clermont, et puis l'analyse d'un certain nombre de documents d'aménagement et d'urbanisme par le prisme de ces questions d'attractivité. Et dernier point d'introduction, c'est de préciser qu'est-ce qu'on a pris en compte en termes d'attractivité. Notre objectif était d'avoir une vision assez large, en partant du principe que l'attractivité était composée de différentes entrées et de deux approches principales. Une approche, on va dire, par l'attraction territoriale, essentiellement d'ordre quantitatif, autrement dit par les flux de personnes, de capitaux, d'entreprises, etc., attirés par un territoire, et puis une approche par l'attrait, ce qui est attrayant, qui est de fait une approche aussi plus qualitative, sur des éléments plus qualitatifs, sur essayer de comprendre ce qui est de nature à attirer sur un territoire. Donc c'est un peu la combinaison des deux qui nous a intéressés, avec l'idée et la justification que on était à l'heure actuelle et dans une logique un peu de nouvelle façon d'appréhender l'attractivité, une forme de nouveau paradigme, non plus exclusivement basé sur des données quantitatives qui sont encore très présentes et qui pendant longtemps ont été peut-être un peu exclusives, mais que compte tenu de circonstances, d'éléments de contexte, des questions de bien vivre, de bien-être, de qualité des espaces, qualité de la vie, étaient des éléments de plus en plus importants à prendre en compte, et dans un contexte aussi où l'installation, l'arrivée, l'idée de faire venir n'était pas nécessairement acquise, que ce soit à Clermont ou plus généralement pour les territoires. Donc, à partir de là, quelques éléments un petit peu de synthèse que je vous propose, donc ils sont issus du cahier sur Clermont-Ferrand, et puis on verra dans un second temps un petit peu quelques enseignements qu'on peut tirer, ou des questions qu'on peut se poser à partir du cas clermontois. Alors, premier élément, la métropole clermontoise, une métropole solide. C'est la synthèse, on va dire, de différentes mises en perspective sur les dernières décennies de toutes les formes et les logiques et l'ampleur de l'attraction, de l'aire d'attraction de Clermont, qui montre une emprise spatiale qui s'est affirmée progressivement mais rapidement sur
du coup la région Auvergne, et puis plus largement c'est ce qu'on a représenté de manière synthétique sur la carte, une influence directe et significative par le biais d'une part des différentes étapes de la régionalisation politique sur laquelle je ne reviens pas ici, mais depuis les années 60, qui a conforté et renforcé le potentiel à la fois de tertiaire public, mais également prise en compte des éléments de tertiaire privé, et une emprise qui s'est confirmée, qui s'est consolidée donc sur les territoires auvergnats, et puis en débordant sur des territoires voisins, notamment au sud sur voilà le nord Aveyron, nord Lozère, à l'ouest, au nord un petit peu moins à l'est, puisque de fait à l'est on a la proximité et la concurrence, si on raisonne en ces termes, de Saint-Étienne et de Lyon, qui se fait plus clairement sentir. Donc cette logique d'éléments d'attractivité visible à travers les pratiques des habitants et des habitants de ces territoires, et la polarisation d'un certain nombre de services. On a essayé d'actualiser aussi pour voir quelle était la matérialité actuelle de cette influence. Et là, je vous propose des approches qu'on a regardées. Une première approche basée sur l'ère de polarisation des services hospitaliers. Alors, la carte est peut-être un petit peu complexe, mais ce qui m'intéresse ici, ce sont les localisations, les petits points bleus de localisation, puisque c'est une carte qui représente l'origine géographique des patientes soignées au centre de lutte contre le cancer de Clermont-Ferrand, qui est pris ici comme un exemple de service hospitalier spécialisé, et cette origine géographique de la patientèle en cancérologie est, on va dire, caractéristique de cette polarisation clermontoise qui dépasse largement les territoires auvergnats, avec des territoires plus éloignés. Ça va jusqu'à 3 heures de route de distance du centre Jean Perrin, et bien évidemment c'est lié à l'existence de l'offre et l'existence comparative de l'offre à Clermont et dans les territoires voisins, mais ça se conjugue aussi à des enjeux d'accessibilité, notamment routière et autoroutière, à des habitudes, des réputations, des proximités sociales entre professionnels de santé, construites parfois lors d'études médicales réalisées dans les universités clermontoises. Donc, un exemple parmi ceux qu'on a retenus. Autre exemple, sur un autre critère classique, quand on regarde en géographie un petit peu les éléments d'attractivité territoriale, la question de l'origine et de la destination des étudiants, sachant qu'on a pris l'ensemble des étudiants du pôle universitaire, mais plus largement d'enseignement supérieur de Clermont. Donc, petite carte ici sur l'origine et la géographique des étudiants de licence pro et de master de l'université Clermont-Auvergne, qui montre bien, on va dire, ce positionnement de Clermont à l'échelle des anciens départements de la région Auvergne, et puis plus globalement du Massif central. La destination nous intéressait aussi pour voir si la métropole était en capacité de garder des étudiants formés sur son territoire. Et donc, c'est aussi un élément pris en compte de l'attractivité. Et puis, un autre exemple, parmi tous les établissements d'enseignement supérieur existants à Clermont, et qu'on a regardé, des écoles d'ingénieurs, etc. Ici, j'ai pris la carte donc des étudiants de VET AgroSup, donc du campus agronomique
de Clermont-Ferrand, VET-AgroSup étant donc un établissement d'enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du ministère de l'Agriculture, qui est donc sur des formations plus spécialisées. Et on voit bien là l'attractivité beaucoup plus large, qui est très largement nationale, même internationale. Les internationaux ne sont pas représentés sur les cartes. Et donc on a là, à partir d'indicateurs classiques qui sont utilisés dans d'autres études sur ce thème, des éléments d'objectivation de la place de Clermont comme un pôle de formation. Alors on pourrait dire d'envergure régionale, dans un régional élargi, relativement classique. Et donc avec des formes de stabilité apparentes, évidentes sur la durée, sur les dernières décennies, qui témoignent d'un ancrage territorial qui conforte la métropole régionale au sein de son système territorial. Une autre entrée et d'autres enseignements. L'autre entrée, c'est celui de la question des images, des stéréotypes et de l'objectivation un petit peu des images, avec l'idée mise en exergue ici d'une métropole discrète. Alors, on a fait un certain nombre d'approfondissements autour de ces éléments d'image et en lien avec le positionnement et l'attractivité. Alors, des conceptions stéréotypées et parfois ancrées assez fortement dans des imaginaires qui existent, qui restent, d'une capitale un peu provinciale, reculée, rurale, pour ne pas dire agricole, dans ce qu'on trouve. Le lien fort à Michelin, la ville industrielle, une capitale une ville un peu atone où il ne se passe pas grand-chose. Mais parmi un certain nombre de ces éléments un peu stéréotypés, ce qui nous a aussi intéressé, c'était de voir les images et les effets de changement d'image qui opéraient. Des images également et qui ressortent plus fortement, qui sont aussi beaucoup plus valorisantes d'un tissu économique diversifié, d'une métropole décrite comme dynamique, comme accueillante, notamment. J'ai mis ici deux extraits de synthèse de nuages de mots faits issus d'entretiens auprès d'acteurs économiques venus s'installer en Auvergne et à Clermont en particulier, et puis d'étudiants, donc qui sont pour une grande partie, pas nécessairement clermontois et pour certains donc extérieurs à la région. C'est des éléments liés à un certain nombre de services, mais aussi l'importance du capital environnemental qui revient très très largement. Le cadre de vie, j'ai mis pour illustrer ça une photo prise sur le site de Clermont-Auvergne Métropole et qui est une photo un peu emblématique de l'image un peu carte postale qu'on trouve très souvent de Clermont, dans son écrin de nature, le plateau de la chaîne des Puys en arrière-plan et puis le Puy d'Dôme. Voilà, on est dans des images un peu classiques, mais qui sont très fortement utilisés, réactivés donc autour de ces éléments de capital environnemental et plus largement des éléments d'image et de représentation qui mettent l'accent sur les proximités spatiales avec les territoires environnants et puis sur les logiques de proximité spatiale. Une métropole accessible au sens financier. Il est relativement facile de s'y loger à des coûts relativement bas. Et ça, c'est des éléments qui ressortent beaucoup, par exemple, au sein de la population étudiante. Voilà, donc des éléments, je brosse à grands traits les principaux éléments de synthèse. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Autre élément également qu'on a regardé, c'est, on va dire, la mise en évidence de la présence de plus en plus régulière de Clermont-Ferrand dans les différents palmarès, baromètres qu'on peut trouver avec différents indicateurs. Donc l'objectif ici n'est pas de regarder dans le détail
les critères de constitution de ces classements, mais bien de voir que Clermont est bien souvent présent. Voilà, j'en ai pris 2 ici, hein, et bien placé, notamment pour des éléments indices de qualité de vie dans les villes étudiantes aussi. Hein, Clermont est présent, ce qui n'était pas le cas ou moins le cas il y a quelques années en arrière. Donc, ce qui témoigne aussi d'un certain nombre de changements d'image en train de s'opérer, étayés par des indicateurs démographiques, indicateurs économiques. Les indicateurs démographiques notables, c'est en lien avec la croissance de la population, c'est l'augmentation du solde migratoire. Et puis, des indicateurs économiques ou socio-économiques, j'en ai retenu 2 ici pour la présentation. Ce sont l'analyse des données ici, traitement et salaires fiscaux moyens, donc dans les aires urbaines intermédiaires, puisqu'on a comparé Clermont-Ferrand, enfin la métropole clermontoise avec des aires urbaines ou des métropoles régionales de taille à peu près comparable. Alors les chiffres, petite parenthèse, hein, les chiffres sont de 2017 puisqu'on a fait les calculs en 2018-2019. Et donc on voit le bon positionnement, enfin c'est pas bon ou mauvais, mais disons la place de Clermont dans les tranches plutôt élevées. L'autre graphique qui montre l'évolution sur la période 2010-2017 et donc au final une dynamique démographique, dynamique de l'emploi au cours de la dernière décennie, au moment de l'observation, qui est liée en partie à des éléments de l'attractivité clermontoise et des éléments de changement d'image et de positionnement. Troisième point, c'est celui d'un territoire à inventer, puisque sous une apparente, on pourrait dire, stabilité politique, lorsqu'on analyse les discours publics et politiques sur l'attractivité et quand on discute avec un certain nombre, enfin les élus actuellement en place, il y a très clairement, on pourrait dire, une inflexion du positionnement par rapport à l'attractivité qui se fait au moment où les évolutions démographiques ont commencé à devenir positives et très clairement à partir de 2013. Hein, on a mis ici en regard les élus. Il y a eu Clermont, là c'est la ville de Clermont, il y a quatre élus, 4 maires seulement, on pourrait dire, depuis 1944, donc une grande stabilité politique et pour autant une évolution dans la façon d'aborder l'attractivité. C'est visible aussi à travers les documents d'aménagement et d'urbanisme de la ville, de la métropole et puis des territoires voisins qu'on a scrutés à la lumière de l'attractivité, voir est-ce qu'il en était question, comment il en était question. Et pour prendre un exemple, dans le SCOT du Grand Clermont de 2019, il y avait un objectif très clair, enfin écrit et très clairement affiché d'attirer au moins 50 000 habitants à l'horizon 2030. Dans les documents plus récents, on n'a plus d'objectifs chiffrés et on voit très clairement apparaître des éléments basés sur les caractéristiques qualitatives, les éléments attrayants de bien-être, qualité de l'habitat, etc. Et donc y compris pour les habitants, les gens vivant déjà sur le territoire. Cette entrée par l'attractivité et par les documents, elle nécessite également un positionnement et une coordination avec les territoires voisins que j'ai illustré ici pour faire simple à partir de quelques clichés. Mais quand on regarde ce qui est dit de l'attractivité du territoire et de l'attractivité de la métropole clermontoise par les acteurs des autres territoires, on voit, alors c'est très différencié, hein,
enfin, ça peut être différent, on a des positionnements différents, mais un des points qui revient, c'est ce positionnement sur des caractéristiques attrayantes de qualité de vie, sur un positionnement résidentiel pour un certain nombre de ces territoires, en lien avec la métropole, dans un contexte territorial de forte mobilité des ménages et donc d'enjeux territoriaux à réfléchir de manière coordonnée. Le deuxième point qu'on avait regardé, c'était celui du positionnement clermontois et de la métropole qui s'était engagé dans la candidature pour être capitale européenne de la culture en 2028. Donc, c'est Bourges qui a été retenu au bout du compte, au mois de décembre 2023. Mais ce qui nous intéressait et c'est symptomatique, on va dire, des signes d'un positionnement de Clermont dans son périmètre et dans son territoire et avec les acteurs du Massif central, au-delà de l'obtention de la labellisation voilà, il y a des choses qui ont été mises en place et des objectifs de positionnement très clairement à l'échelle du Massif central. Donc, partant de ces exemples clermontois, esquissés à grands traits, quelques éléments d'enseignement à partir de cette étude de cas, finalement. Premiers éléments autour de ces questions d'attractivité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense de cette attractivité, avec l'idée que Clermont est finalement représentatif des enjeux et des évolutions avec des approches qu'on pourrait qualifier de classiques et des approches quantitatives largement basées sur des critères mesurables, sur des logiques pour partie exogènes, l'idée de gagner, d'attirer, de chiffrer des éléments d'attractivité qui se combinent maintenant de plus en plus avec des approches davantage basées sur l'attrait, des dimensions qualitatives et pour partie non mesurables, ce qui ne facilite pas les choses et les politiques et les observations à mettre en place, et intégrant aussi des aspects et des dimensions endogènes, notamment des habitants. J'ai mis ici, alors de manière très rapide, et c'est pas exhaustif, un certain nombre de termes qui apparaissent ces dernières années, qui tendent parfois à se substituer à ces questions d'attractivité, efficacité, équité, habitabilité, j'aurais pu mettre bien-être, urbanisme favorable à la santé, etc., pour montrer qu'il y a un nouveau champ qui apparaît et qui traduit un certain malaise dans la pensée aménagiste et aussi dans la recherche, puisqu'il est à la fois difficile de sortir de l'attractivité, mais il est aussi nécessaire d'aller plus loin que les approches un petit peu classiques qu'on a souvent et pendant longtemps utilisées. Autre élément, c'est celui, on va dire, de nouveaux registres, là aussi, qui sont présents autour des imaginaires, des récits, les récits territoriaux, les utopies, l'idée d'introduire un petit peu une part d'utopie, en particulier lorsqu'on confronte ces enjeux d'attractivité au contexte actuel, contexte de l'anthropocène, contexte des enjeux climatiques, des objectifs de sobriété, de limitation des ressources. Et donc, voilà, comment concilier réflexion sur l'attractivité et puis finalement nouvelle façon d'agir et de vivre dans les espaces. Donc, aller plus loin, prendre en compte de nouvelles dimensions, et ces récits sont de plus en plus présents, ces nouveaux récits métropolitains. Donc, qui invitent à repenser l'attractivité. Et le dernier point que j'ai propose ici, l'attractivité avec un S que j'ai mis majuscule pour insister sur le pluriel, avec l'idée qu'il n'y a pas de ligne droite, il n'y a pas de recette applicable partout. La reconnaissance de la diversité des chemins
et des façons possibles d'envisager l'attractivité. L'exemple clermontois le montre. Hein. Il n'y a jamais eu de grandes ambitions à se développer de manière effrénée à Clermont. Donc, voilà, ça permet de se poser la question de forme d'attractivité pour des métropoles intermédiaires, pour des territoires aussi aux dynamiques peut-être un peu molles parfois, voire décroissants. C'est pas le cas de Clermont, mais la question peut se poser. Et puis le dernier point sur lequel je voulais revenir comme enseignement de l'exemple clermontois, c'est celui de la nécessaire coopération interterritoriale et de la difficile parfois coopération interterritoriale. J'ai pris comme illustration des cartes extraites du site de l'agence d'urbanisme Clermont Massif Central avec les adhérents et partenaires, coopération donc entre EPCI, l'échelle du pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne, donc qui va de Vichy au nord jusqu'à Brioude au sud, et dans cette grande logique du Val d'Allier, le pays du Grand Clermont, le département, le SMTC, syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, qui est autorité organisatrice des mobilités sur ce territoire. La logique régionale, l'Auvergne, ex-Auvergne, Rhône-Alpes, donc la nouvelle région, et puis la logique Massif Central. Voilà, pour illustrer ces besoins d'instances, de moments et de réflexion, de concertation interterritoriale sur ces questions d'attractivité métropolitaine, en associant et surtout en interaction avec les autres territoires. Voilà, je vous remercie. Merci Hélène pour votre présentation, qui est, pour avoir lu le livre, qui reprend le carnet, qui reprend les grands éléments de ce carnet. Alors, il y a déjà une question dans le fil de conversation, donc on va vous la poser. Pour les autres participants, n'hésitez pas à poser votre question. C'est: est-ce que l'évolution de vocabulaire traduit pour vous le fait que l'attractivité est une notion de moins en moins valorisée? Alors, oui, dans son acception un peu étroite, mais qui est l'acception classique. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, comme on l'observe, il y a d'autres termes qui sont utilisés, pas forcément en substitution de l'attractivité, mais en complément, on va dire, d'une approche un peu économique, d'un peu statistique de l'attractivité. Et le fait est que l'attractivité contient finalement dans le mot même cette logique de flux et cette logique exogène. Donc la recherche d'autres termes traduit aussi le besoin de réfléchir les choses autrement, sans que les enjeux d'attractivité ne soient totalement mis de côté, puisque j'ai rarement entendu des élus, par exemple, dire oulala, nous, on ne veut surtout plus attirer d'emplois, d'habitants, d'activités, de commerce, de services sur notre territoire. Donc voilà, c'est pas mais c'est voilà, qu'est-ce qu'on cherche à faire sur notre territoire, pour qui et dans quelles conditions en fait. Donc ça élargit en fait. Pour moi, l'évolution du vocabulaire est le signe de l'élargissement indispensable des champs de la réflexion.
pendant qu'il y a d'autres personnes qui écrivent, parce qu'ils ont sûrement des questions, moi, je vais me permettre de vous poser une question. Ça apparaît dans le livre et vous ne l'avez pas cité, puisque faute de temps, mais donc, du coup, j'en profite pour vous poser la question. Cette évolution de logique pour davantage de qualité que du quantitatif, quel impact a-t-elle sur les documents d'urbanisme? Alors, il y a un impact qui est plus ou moins visible selon, enfin, ce qui est très intéressant, c'est de comparer les documents en fait en fonction de leur évolution chronologique, puisque de fait, on voit de manière assez nette l'apparition à la fois de nouvelles façons, de nouveaux regards, de nouveaux objectifs d'aménagement apparaître. Et puis, c'est vrai aussi dans le positionnement, si on regarde les documents d'aménagement ou d'urbanisme de territoires voisins de la métropole, dans le positionnement vis-à-vis de la métropole. Donc, avec des positionnements qui peuvent être à la fois de différenciation, et puis, à l'inverse, des positionnements qui peuvent être plus clairement affichés de collaboration, de coopération, de dire, je résume, voilà, il y a nous, voilà ce qu'on a nous sur notre territoire, mais c'est en lien avec des services supérieurs, des activités, des zones d'emploi qui peuvent être dans la métropole ou qui peuvent être, voilà, dans d'autres territoires. Il y a toutes ces logiques interterritoriales et de positionnement qui sont intéressantes. Et de fait, ce qui sera intéressant, enfin, du point de vue de la recherche, c'est de voir dans les années qui viennent, au fur et à mesure des révisions, et de fait, avec la mise en place de documents à l'échelle intercommunale, cette logique d'interterritorialité, elle est de plus en plus présente. Donc, cette nouvelle, enfin, si je résume de manière grossière vos propos, c'est la nouvelle approche par une attractivité qualitative renforce les coopérations interterritoriales. Oui, d'une certaine manière, parce que il y a des c'est l'idée aussi de réfléchir en fonction de la localisation d'activités, d'aménités à l'échelle d'un territoire plus large que les seules échelles communales ou les seules échelles. Il y a par exemple, mais là c'est pas spécifique à Clermont, des communes périurbaines par exemple qui se positionnent comme des pôles de centralité secondaire, du coup par rapport à un bassin de vie ou à un bassin d'emploi plus large et qui mettent en avant des éléments de cadre de vie, de bien vivre, de qualité de vie résidentielle et plus nécessairement et pas forcément sur des questions d'emploi dans des logiques de bassin d'emploi élargi. Et là, on a évoqué le document d'urbanisme, le PLU ou PLUI, et qu'en est-il du SCOT dans tout ça? Alors pour Clermont, le SCOT, au moment où on a été, j'allais dire un peu ancien, enfin le SCOT daté de 2019, le PLU métropolitain était en cours de réalisation pendant la durée de l'étude, donc c'est notamment sur cet élément-là, mais les SCOT sont de fait des éléments intéressants et importants dans les documents de nous, ce qui nous a surtout intéressé, parce que là où c'est bien visible, c'est pas tant dans les diagnostics que dans les PADD qu'on a en fait la projection un petit peu du territoire et de la formalisation d'enjeux d'attractivité ou d'autres termes que ceux d'attractivité, mais qui renvoient à ces positionnements et à ces questions. Sur une de vos précédentes slides, vous avez évoqué les questions d'imaginaire, de récit, des tendances qui se développent. On a une question justement sur comment pourrait-on intégrer les nouvelles dimensions telles que l'imaginaire, les récits dans le cadre d'un baromètre de l'attractivité.
Très grande question. Très grande question parce que c'est une des grosses difficultés dans le cadre d'un projet de recherche action précédent. On avait travaillé à l'échelle de l'Auvergne sur les questions d'attractivité et de fait, c'est si je prends baromètre au sens d'indication de mesure, donc d'objectif de quantifier et d'objectiver de manière chiffrée ou statistique les choses, c'est de fait compliqué d'intégrer des éléments qui peuvent être, qui sont subjectifs, qui sont qualitatifs dans des baromètres. Mais de fait, il y a de plus en plus de réflexions au niveau des territoires, au niveau de structures comme les agences d'urbanisme, voilà, pour essayer d'intégrer des éléments, alors même si c'est peut-être parfois réducteur, des éléments d'appréciation, par exemple. On peut objectiver, avoir des données un peu quantitatives sur des éléments de représentation. Sur la base d'enquêtes, par exemple, sur la base d'enquêtes ou de questionnaires qui vont permettre de mettre en avant et d'intégrer du coup dans des indicateurs des éléments plus subjectifs. Il y a pas mal de travaux sur qui réfléchissent à ça aussi, sur les questions de bien-être, bien vivre, comment on intègre des dimensions subjectives, mais quand elles sont socialement représentées et qu'elles se traduisent en choix résidentiels, qu'elles se traduisent de manière concrète et objective. Voilà, certains éléments commencent à être intégrés. Alors, j'ai pas forcément compris si c'était une question, parce qu'il y a un point d'interrogation, mais là, c'est pas forcément tourné comme une question. On parle de baromètre, ce baromètre de l'attractivité comme un outil d'aide à la décision. Mm-hmm. Je sais pas quel est votre point de vue sur le sujet, sur le baromètre de l'attractivité comme un outil d'aide à la décision. Alors, je vois que la question est en train d'être précisée. Moi, ma réponse comme ça, après, sous réserve que n'est pas forcément de quantifier. Oui. Oui, mais il est un peu d'objectiver, me semble-t-il, des éléments. Et aussi d'évaluer les politiques publiques mises en place. Exactement. Objectiver des choses et évaluer des politiques publiques. Et de fait, rejoint le même enjeu qui est que à la fois le modèle de l'attractivité, il est quand même très présent, et de plus en plus la nécessité à intégrer d'autres éléments. Moi, dans l'ouvrage, et vous l'avez évoqué ce terme à plusieurs reprises, mais vous n'avez peut-être pas insisté autant que dans l'ouvrage. Ce qui m'a marqué dans les documents d'urbanisme, vous citez souvent le terme de bien-être, et on voit que c'est peut-être un indicateur fort de cette volonté d'attractivité qualitative. Oui, tout à fait. Ça, c'est un des termes qui revient très régulièrement dans les objectifs d'aménagement, bien-être du coup des habitants déjà présents sur le territoire et potentiellement de futurs habitants. Oui, on est sur un vocabulaire qui est quand même assez récent dans l'affichage qui en est fait comme objectif de politique publique locale. Mais après bien-être, on pourrait ouvrir la boîte bien-être, c'est comme la boîte attractivité, on peut mettre plein de choses de qualitatif, de quantitatif.
d'aspiration. Une des difficultés, me semble-t-il, c'est en termes de politique locale, c'est aussi d'essayer d'arriver à prendre en compte des aspirations d'habitants, de nouveaux habitants. On est sur des choses qui sont pas forcément hyper faciles à identifier et qui contribue aussi à un certain nombre de paradoxes à prendre en compte par rapport à des modèles de vie, à des modèles résidentiels de type pavillonnaire, développement périurbain, etc. Et puis des impératifs de sobriété foncière, d'enjeux de transition mobilitaire. Si je prends un autre exemple, alors qui c'est un petit pas de côté par rapport à l'attractivité, mais on travaille actuellement à un projet avec le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération Clermont-Tonnerre sur la notion de coût résidentiel, qui vise à intégrer les coûts pour les ménages, les coûts de logement et les coûts de la mobilité. Et on est là sur quelque chose qui également finalement rejoint les questions d'attractivité, puisque l'idée c'est d'essayer d'avoir une approche un peu intégrée de choses qui jusqu'à maintenant et encore beaucoup sont prises en compte de manière un petit peu séparée finalement, alors qu'à l'échelle, y compris pour les ménages, hein, mais alors que à l'échelle d'un ménage, voilà, la balance les coûts, alors qu'ils peuvent être financiers, mais pas que représente le fait de vivre dans un type de logement, dans un type de quartier, à telle distance du lieu de travail, du lieu d'études des enfants, etc. Et c'est des choses qui sont importantes et qui sont complexes à appréhender, notamment pour des acteurs de l'aménagement, parce que ça mêle plein d'arbitrages en fait, qui sont à la fois individuels, collectifs, ceux de l'action publique locale, ceux des ménages, etc. Et l'attractivité, on rejoint cette complexité avec les acteurs privés, des entreprises, si on veut les rajouter. Eh bien, merci Hélène, on va s'arrêter là. Merci pour votre intervention et le jeu de temps de questions-réponses. Merci aux participants aussi pour leur écoute et les questions posées. Peut-être pas comme rappeler comment on peut se procurer le petit carnet si on désire approfondir le sujet. Parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu un côté frustrant de faire référence à ce carnet et de ne pas pouvoir le lire. Donc, comment peut-on se le procurer? Il est déjà dans les bonnes librairies. Il est en librairie, exactement. Il est dans toutes les librairies. Et vraiment, vraiment, s'il faut, vous pouvez m'écrire et je peux vous en faire parvenir un par voie postale. N'hésite pas à mettre ton adresse dans le fil de conversation pour que les gens puissent t'écrire. Absolument. Alors, petite info, nous n'avons pas encore la date des prochains cafés, mais nous y travaillons activement avec PACOM et la date va bientôt paraître, ainsi que le sujet. Donc, soyez attentifs et en alerte pour pouvoir participer au prochain café. Nous vous remercions pour votre attention à toutes et tous. On vous dit belle fin de semaine et à très bientôt. Merci à tous et merci Hélène. Merci. Au revoir, merci.